va parler sur le trouble psychocomportementaux. Donc, professeur Gnabdjili, il a déjà parlé de côté non pharmacologique. Et moi, je vais insister quand même sur le côté pharmacologique. Mais avant, depuis le début de ce congrès, on parle de ce croisement entre la neurologie et la psychiatrie. Et justement, les démences, ce sont des pathologies neurologiques vu le substratum neurolésionnel et lésions anatomopathologiques bien identifiées, le phénotype, les troubles cognitifs. Mais aussi, ce sont des pathologies psychiatriques vu le mode d'entrée inaugural des démences psychiatriques, la modification progressive de la personnalité, l'impact psychique pour le malade, la qualité de vie, l'impact pour les dents aussi, ce qui a été rapporté par professeur Gnabdjili, et bien sûr, on a une prescription quand même assez élevée de psychotropes. Donc, les symptômes psychocomportementaux de démence, ça a été défini par l'Association internationale de psychogériatrie comme des distorsions de la perception, du contenu de la pensée, de l'humeur, du comportement. C'est très fréquent, pratiquement 98% des patients développeront au moins un symptôme neuropsychiatrique. Un symptôme neuropsychiatrique, c'est la même appellation, donc symptômes psychologiques, psychocomportementaux de démence. Ils sont fréquents, fluctuants, présents à tous les stades de la maladie. Leur typologie parfois varie selon le trouble neurologique sous-jacent. Parfois, donc la maladie à cours de vie, on va voir des hallucinations visuelles plus et des épisodes dépressifs. Impact bien évidemment sur la qualité de vie des patients. La sévérité, elle est corrélée au déclin cognitif et fonctionnel. Ainsi, on va voir plus d'un taux élevé d'institutionnalisation. Les conséquences sur la santé mentale des aidants, épuisement physique et psychologique. Donc, c'est un fardeau aussi, une grande charge pour les soignants et c'est très cher aussi, la prise en charge et une augmentation significative du coût des soins. Bref, ça reste la prise en charge, c'est un défi majeur et important. Donc, il n'y a pas de classification consensuelle concernant les différents symptômes, mais on essaie de mettre ça sous différents registres. Donc, le registre affectif, émotionnel, c'est la dépression, l'anxiété, l'habileté émotionnelle, l'exaltation de l'humeur, l'apathie. Les symptômes, le registre psychotique, c'est les éléments délirants, hallucinatoires, les troubles de l'identification qu'on voit assez souvent dans les démences. Et puis, le registre comportemental, on a plus d'agitation, d'agressivité, d'hostilité, instabilité psychomotrice et des compulsions. Et enfin, il y a les troubles du sommeil et aussi les troubles du comportement alimentaire. Alors, les éléments, les symptômes psychocomportementaux sont pratiquement présents dans les différentes pathologies neurodégénératives, dans la maladie d'Alzheimer, mais dans les autres aussi, la maladie à cours de Lévy, la démence frontotemporale et même les autres pathologies neurodégénératives. C'est assez fréquent. Vous voyez, dans la maladie d'Alzheimer, on a pratiquement les symptômes de tous les registres, donc affectifs, psychotiques, troubles de comportement et même troubles de sommeil. Alors, la prévalence, oui, il est dans toutes les pathologies neurodégénératives, ça on le sait bien, mais on sait aussi que ce sont des symptômes qui s'installent bien précocement quand même au cours et aussi ils s'aggravent au fil du temps, au cours de l'évolution de la maladie neurodégénérative. Ainsi, par exemple, dans la maladie à cours de Lévy, on va voir des stades, on va voir les symptômes qui s'installent très précocement, d'accord, vous voyez, et aussi dans la démence frontotemporale, variant comportementale, on voit l'installation à un stade préclinique, donc pratiquement une phase prodromale, on voit déjà qu'il y a des symptômes neuropsychiatriques, des symptômes comportementaux et psychologiques. Et bien sûr, ce sont des symptômes qui s'aggravent au fil du temps au cours des années. Alors, pour l'évaluation de ces différents symptômes, il y a plusieurs évaluations, plusieurs échelles qui sont adaptées. Il y a l'inventaire neuropsychiatrique, c'est le plus complet, c'est long, c'est un peu difficile pour la cotation, mais il semble quand même que c'est l'évaluation globale des différents symptômes neuropsychiatriques. Donc, il évalue le côté psychotique, émotionnel, troubles de comportement. Il y a aussi des échelles qui sont spécifiques, qui ciblent certaines dimensions de ces troubles-là, à savoir donc l'échelle de Cohen pour l'agitation, qui va essayer d'évaluer la sévérité de l'agitation, l'échelle de Cornell pour évaluer la dépression chez les patients avec démence, parce qu'il y a la GDS, donc l'échelle de dépression gériatrique, qui est adaptée pour évaluer la dépression chez le sujet âgé, mais là c'est plutôt pour adapter, c'est très adapté pour évaluer la dépression chez les patients avec démence, parce que là aussi c'est des profils différents. Et puis l'anxiété qu'on peut évaluer également par d'autres échelles adaptées et l'apathie.
Quand même, avant de parler de la prise en charge, il faut parler je dois quand même décrire un petit peu les différents symptômes. On va commencer par la dépression, c'est très fréquent. La prévalence de la dépression dans les démences est à peu près 16%. Dans la maladie d'Alzheimer, elle est très élevée, ça peut aller jusqu'à 85%. La dépression, peut précéder de plusieurs années le déclin cognitif. Et donc là, c'est toujours la question, est-ce que c'est prodromal, c'est un facteur de risque? Et maintenant, on sait très bien que le premier épisode dépressif qui s'installe après 50 ans, ça augmente le risque relatif d'avoir une évolution dimensionnelle de 2 jusqu'à 4. Donc là, tout patient qui fait pour la première fois un épisode dépressif après 50 ans, quand même, il faut se méfier, il faut avoir en tête qu'il y a un risque d'évolution dimensionnelle. Il est aussi fréquente au début d'évolution de la maladie. L'étiologie, il est bien évidemment multifactorielle. Parfois, c'est la prise de conscience douloureuse des troubles cognitifs, du déclin, la détérioration cognitive. Il y a aussi le côté neurologique, donc la localisation des lésions neurodégénératives au niveau du système limbique. Il y a exacerbation d'une vulnérabilité thymique déjà antérieure pour quelqu'un qui a déjà des antécédents de dépression. Là aussi, c'est une vulnérabilité psychologique à faire plus de la dépression. Quand même, le tableau clinique peut être variable. On peut avoir des dépressions avec des manifestations masquées, manifestations aussi hostiles et fréquentes chez le sujet âgé. Donc le sujet âgé, on va le voir qu'il va exprimer moins la tristesse, mais parfois il va être irritable, il va être agressif, il a tendance à l'hostilité. Et aussi parfois le masque somatique, on dit chez le sujet âgé, parfois il y a beaucoup de plaintes somatiques, le masque somatique. Là, c'est juste pour illustrer donc les différentes phases. On peut repérer la dépression, soit vraiment avant, soit au cours de la maladie, soit à des stades très évolués de la maladie neurodégénérative. Toujours pour la dépression, parce que ça reste très fréquent. Donc, je parlais des présentations atypiques, surtout la manifestation comportementale, mais il faut chercher les signes indirects de la dépression chez le sujet âgé avec maladie neurodégénérative. Il faut chercher l'insomnie, l'anorexie, le ralentissement moteur, la perte d'entrain des longs vitales, l'irritabilité, l'hostilité, attitude d'opposition. En tout cas, tout changement dans le comportement, la personnalité, c'est vrai que ça doit nous alerter. C'est possible que ce soit une dépression. Alors, le passage à l'acte suicidaire, habituellement rare, mais il n'est jamais absent. Et parfois, on peut trouver ce qu'on appelle les équivalents suicidaires. C'est-à-dire syndrome de glissement, c'est qu'un malade qui va se laisser un peu, qui va refuser de manger, qui va refuser les soins, qui va refuser d'adhérer donc aux soins. Et là, c'est qui va se donner la mort de façon indirecte. Donc, c'est un peu les équivalents suicidaires. Une deuxième dimension, également assez fréquente dans les maladies neurodégénératives, c'est l'apathie. Donc le syndrome apathique, vous le connaissez très bien, vous les neurologues. Là, on a une diminution des comportements dirigés vers un but. On parle de l'inertie. Au niveau de la pensée, on a un vide de la pensée. C'est un déficit de cognition dirigé vers un but. Et on a généralement un émoussement émotionnel, sorte d'indifférence affective. Et donc le malade ne réagit pas aux différentes situations, les cérémonies familiales, il est totalement indifférent aux événements négatifs qu'aux événements agréables. On voit cet émoussement, cette froideur, cette indifférence affective et émotionnelle. Donc toujours, c'est un peu difficile de faire la part des choses. Ce sont des syndromes qui se rapprochent, mais quand même, il y a des points, on va dire, il y a des points communs, mais il y a des signes qui caractérisent quand même la dépression. On va plus trouver de la douleur morale, de la tristesse, de la culpabilité, ou les risques suicidaires, les troubles de sommeil, de l'anorexie. Et dans l'apathie, bien sûr, on va trouver plus de démotivation. Il y a un problème d'initier toute activité, pas de persévérance, et la froideur émotionnelle assez importante avec un retrait social. Les dépressifs ont tendance d'avoir quand même une souffrance. Voilà, on perçoit cette souffrance, une douleur morale. Ils s'ennuient. Par contre, un malade apathique, il peut rester plusieurs heures sans sortir de chez lui, mais il n'est jamais ennuyé. Donc même si lorsqu'on va lui demander est-ce que tu vas bien, il va dire oui, je vais bien. Donc il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de plainte.
Un troisième élément, les symptômes psychomoteurs, c'est les symptômes psychologiques et comportementaux, c'est la désinhibition, l'exaltation de l'humeur. Et là, ça pose un véritable diagnostic différentiel avec les tableaux psychiatriques, notamment donc la manie, le syndrome frontal, la manie. Donc dans la manie qu'on voit dans le trouble bipolaire, on va voir de l'exaltation, l'euphorie, on va voir une accélération de la pensée et du discours, tachypsychie, et on va voir également une insomnie avec une infatigabilité. Donc ce sont des malades qui sont insomniaques, mais qui sont toujours avec une énergie débordante, qui sont toujours en forme, qui sont capables de faire beaucoup de projets et qui se projettent à faire plein de choses et se sentent en forme. Par contre, donc dans la frontalité, on a plus de perte de convenance sociale et de désinhibition. Toujours chercher les antécédents psychiatriques, chercher l'habilité de l'humeur et chercher la perte du contrôle émotionnel qu'on voit beaucoup chez les malades. Tout de même, on peut avoir des manies secondaires. Bien sûr, ça, avec un terrain vasculaire, on peut avoir des manies secondaires à cette atteinte vasculaire. Et aussi, iatrogénie, il ne faut pas oublier l'implication de certains médicaments pour l'apparition des manies iatrogènes secondaires. Ça peut être un traitement cholinergique, les corticoïdes, on a vu des cas comme ça, et aussi par les antidépresseurs. L'anxiété également, on peut avoir soit dans le cadre d'une décompensation d'un trouble anxieux préexistant depuis l'âge adulte et plus ou moins compensé à l'âge avancé, mais parfois on peut avoir une symptomatologie quand même spécifique, on voit dans le cadre des maladies neurodégénératives, ce qu'on appelle le syndrome crépusculaire, une sorte de majoration de l'angoisse en fin de journée avec au coucher de soleil, donc agitation de fin de journée, il y a beaucoup d'angoisse, moins de sécurité. Le syndrome de Godot, c'est un peu les malades patients adhésifs, ce sont des malades qui sollicitent de façon permanente, insistante les dents, ce qui est source finalement d'épuisement important de les dents, donc ils ne s'arrêtent pas de demander, de le solliciter à chaque fois et pour n'importe quoi. Alors, les troubles de sommeil, c'est également très fréquent dans les maladies neurodégénératives. On peut avoir une inversion des cycles nictémérales, des synchronisations des rythmes. Et là, on va avoir des déambulations, errances et bricolage nocturne, somnolence diurne. Mais aussi, on va avoir des troubles de comportement, du sommeil paradoxal, syndrome des jambes en repos et mouvements périodiques des membres inférieurs. Les symptômes psychotiques, ça c'est important, on le voit beaucoup, ça peut être de durée brève, présentation variable, ça peut être un mécanisme interprétatif à thème de préjudice, de vol. C'est très fréquent au début de la maladie et majoré avec le déni, la nosognosie. Alors les hallucinations, on a des hallucinations visuelles, pensez à la maladie de cours d'Olivier, mais on peut avoir également des hallucinations auditives, cas particulier du compagnon imaginaire après le décès du conjoint, on va avoir un délire, une sorte de délire adaptatif, donc le malade qui va vous dire je vois toujours le compagnon, le conjoint qui est toujours là. Troubles de l'identification, ce sont des éléments délirants, assez quand même spécifiques, je dirais, dans les démences, dans les maladies neurodégénératives. Ils peuvent survenir de façon tardive. Là, c'est la fausse reconnaissance, la fausse perte de reconnaissance des visages, fausse reconnaissance, ne se reconnaît même pas lui-même sur le miroir. Et surtout, on peut avoir un syndrome de Capgras où le malade il est convaincu qu'il y a un souci remplacé l'un de ses proches. Donc, il va dire au conjoint qu'il est remplacé par une autre personne, un souci. D'accord? Donc, ce n'est pas la vraie personne, ce n'est pas la conjointe, ce n'est pas le compagnon, mais elle est remplacée. Les troubles de comportement, de tout type, on peut les voir. Alors, les étiologies, ça a été déjà dit par professeur Benamjli, je vais passer rapidement. Donc, il faut toujours avoir, c'est multifactoriel, c'est lié à l'atteinte neurodégénérative, la dégénérescence, mais aussi il y a le profil psychologique, psychiatrique de la personne, il y a l'environnement et il y a le côté somatique, donc les pathologies somatiques et la douleur, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, je parle quand même des facteurs psychodynamiques. Là, le rôle de la personnalité du patient, ça aussi, c'est les traits. Donc, sa capacité d'adaptation face au déclin cognitif, capacité d'acceptation de la maladie, et parfois, bien sûr, c'est très difficile, notamment s'il s'agit d'une personnalité narcissique. Donc, il ne va pas accepter le déclin, il ne va pas accepter la maladie et le handicap. La qualité de la relation aidant-aidé, elle est importante. Donc, ça dépend aussi de la gravité, de la sévérité des symptômes psychocomportementaux. Ça dépend aussi du degré d'information, psychoéducation de l'aidant par rapport à la maladie. Ça dépend aussi des attentes, parfois, aussi par rapport au
aux aidants par rapport à la maladie, ça peut être un facteur de protection, mais malheureusement, parfois, ça peut être un facteur de risque. C'est l'aidant qui est fatigué, qui est épuisé et qui va à chaque fois provoquer peut-être le malade, aggraver les troubles comportementaux. Les facteurs psychiatriques, si on a déjà un terrain, quelqu'un qui est déjà suivi pour une pathologie psychiatrique qui vieillit, là aussi on est un peu de la double démence. Et donc j'arrive à la prise en charge, j'insiste quand même, pas de prescription de psychotropes en première intention, il faut... D'accord, donc je vais passer rapidement, voilà. Donc, je vais mettre un peu les tableaux récapitulatifs. Toujours avant de prescrire, il faut quand même poser les bonnes questions. Est-ce que ce symptôme justifie un traitement? Le symptôme susceptible de répondre au traitement? Quelle est la molécule la plus appropriée? Les effets secondaires? Évaluer le risque. Plusieurs molécules peuvent être prescrites. On parle des traitements spécifiques antidémence, le donepezil, le rivastigmine. Là aussi, ils ont leur intérêt, notamment dans la maladie à corps de Lévy. C'est plutôt à privilégier pour agir sur les troubles psychocomportementaux parce qu'on sait très bien la contrainte de mettre les antipsychotiques ne sont pas donc tolérés. Les antipsychotiques largement prescrits également chez ces malades-là, mais il faut savoir que la risperidone, c'est la seule molécule qui est là et même pour l'agressivité chez les malades présentant une démence d'Alzheimer. Malheureusement, ce sont des molécules où il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc, je récapitule là, on peut prescrire les atypiques, bien sûr, il faut éviter les classiques. Donc la risperidone, la quetiapine, l'olanzapine, la clozapine. Il faut avoir des doses moitié-dose et augmenter progressivement. Quand même, il faut faire attention aux probables effets secondaires. Les antidépresseurs également largement prescrits chez ces malades. Les deux molécules qui sortent en premier, c'est la sertraline, les citalopram, mais aussi on peut utiliser les IRSNA comme la duloxétine et la venlafaxine. Il faut savoir qu'ils n'ont pas l'AMM dans ces indications, mais ils ont tout l'intérêt pour l'effet anti-impulsif et aussi efficacité discutée dans les syndromes frontaux. Et on utilise ces troubles de sommeil, une molécule sédative comme la myocérine. Là aussi, c'est pour récapituler la dépression, mais il y a extension des indications aux symptômes psychotiques à l'agitation. Les anxiolytiques également, on peut les utiliser, généralement à demi-vie courte, l'alprazolam, l'oxazepam et l'orazepam. Et pour conclure, donc, il faut toujours analyser, donc avant de prescrire, il faut plutôt analyser les symptômes psychocomportementaux dans un contexte biopsychosocial. Et ces traitements prescrits, limiter la prescription, cibler en fonction du terrain et surveillance des effets secondaires.